Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Pascal Boniface, fondateur et directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques de France, qui participe aujourd'hui au 8e Forum mondial pour la paix. Donc, en quoi consiste ce forum et quels sont les nouveaux défis qu'affronte ce monde aujourd'hui? Nous allons en discuter tout de suite avec notre invité. Bonjour, M. Boniface. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci. Combien de fois avez-vous participé à ce forum? C'est la deuxième fois que je viens au forum. J'étais venu il y a 2 ans et l'an dernier je devais venir, mais le forum tombait le 15 juillet, le jour de la finale de la Coupe du Monde entre la France et la Croatie à Moscou. Et donc j'étais à Moscou pour soutenir l'équipe de France. Mais sinon, je suis déjà venu entre 15 et 20 fois à Pékin. Et est-ce que vous voyez quelques évolutions du Forum mondial pour la paix et quels sont les changements? C'est quand même un forum, moi je suis très heureux d'y être invité parce que c'est un forum qui est extrêmement important de par la qualité des personnes invitées. Je ne parle pas de moi mais des autres invités. Et donc il y a quand même une centaine d'orateurs de pays étrangers qui viennent avec des gens extrêmement importants. Et il y a une multitude de forums, de tables rondes. D'ailleurs, il y a les séances plénières, mais il y a parfois 4 ou 5 tables rondes en même temps et on aurait envie d'assister à toutes, mais ce n'est pas possible. Et puis, en dehors, bien sûr, des discussions pendant les tables rondes, il y a tous les multiples contacts que l'on peut prendre dans les pauses, dans les couloirs. Et c'est ça qui fait la richesse et la variété de ce forum. Et selon vous, quelle est la signification de l'organisation d'un forum de ce genre qui se tient à Beijing ou bien en Chine? Je pense que la Chine change beaucoup, ce qui est bien sûr une banalité que de le dire, mais que la Chine, qui se tenait un peu à l'écart du débat d'idées international, maintenant s'y met de plein pied. Et je suis de plus en plus en contact avec des collègues de think tank chinois, soit qui m'invitent en Chine, soit qui viennent à Paris. Et donc la Chine, dans le débat d'idées internationales sur les questions stratégiques, la Chine est de plus en plus présente, affirme de plus en plus sa présence, y participe de plus en plus et donc fait entendre ses vues de façon de plus en plus appuyée. Et cette année, le thème de ce forum est une gouvernance mondiale stable, responsabilité commune, gouvernance conjointe et bénéfices partagés. Donc, comment faut-il comprendre ce thème selon vous? Disons que c'est un peu une référence au multilatéralisme que la Chine défend et qui est peut-être un point commun d'ailleurs entre les positions officielles de la France et les positions officielles de la Chine, c'est de défendre le multilatéralisme qui est attaqué de part et d'autre. Alors je pense que du côté chinois, on vise plus précisément le président Trump, qui semble à la fois attaquer la Chine d'un point de vue commercial, en tous les cas, heureusement pas militaire, et en même temps le multilatéralisme. Les Français sont attachés aussi au multilatéralisme et ont aussi peut-être une vision, disons, de protection du commerce par rapport à cela. Mais donc effectivement, lors du dernier séminaire gouvernemental franco-chinois qui s'est tenu en février à Paris, lors de la visite du président Xi Jinping en France et à Paris en Europe, il a beaucoup été question du multilatéralisme. Alors après, peut-être que la façon dont on incarne le multilatéralisme peut nous séparer, mais la référence constante au multilatéralisme est quelque chose qui réunit la France et la Chine. Je sais que cet après-midi, vous avez participé à un sous-forum intitulé La sécurité entre la Chine et l'Europe. Donc, selon vous, quels sont les défis de sécurité pour la Chine et pour l'Europe et quelles seront les réponses des deux côtés? C'était plutôt un débat sur les relations transatlantiques, donc plutôt sur les relations entre les États-Unis et les pays d'Europe. Ce qui est une relation très ancienne, bien sûr, que l'on date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'OTAN était une protection pour les Européens. Et donc cette alliance transatlantique était très forte, mais elle a eu la particularité de survivre à la disparition de la menace qui avait suscité sa création, à savoir l'Union soviétique. Et aujourd'hui, on peut dire qu'elle est un peu en crise du fait de l'attitude du président Trump qui, à la fois, dit que les pays européens sont des alliés, mais qui, des fois, les présente comme des ennemis économiques. Parce que Donald Trump
a comme priorité l'état de la balance commerciale entre les États-Unis et les autres pays. Elle est déficitaire à l'égard de la Chine, mais elle est aussi déficitaire à l'égard de l'Union européenne. Et donc il y a une sorte de contradiction de penser que l'Europe est un allié stratégique et un ennemi économique, ce qui est pour le moins curieux et ce qui pose des problèmes. Entre la Chine et l'Europe, quels sont les problèmes? On peut dire que nous n'avons pas de problème stratégique qui nous oppose. Sur certains points, nous avons un accord. Par exemple, nous avons un accord pour essayer de protéger le Joint Comprehensive Plan of Action, le plan sur le nucléaire iranien, que nous avons signé ensemble, dont nous avons dénoncé la rupture par les États-Unis et dont nous essayons de protéger pour l'avenir. Nous avons aussi un accord sur le fait de respecter l'accord de Paris sur le climat et de dire que le réchauffement climatique est le défi stratégique majeur pour le monde et qu'il n'y a pas une solution chinoise ou européenne ou américaine, il n'y a qu'une solution mondiale pour cela. Et sur ces deux points, l'Iran et le climat, eh bien, le paradoxe, c'est que les positions françaises et européennes et chinoises sont plus proches que les positions européennes et américaines. Et donc c'est effectivement quelque chose qui doit être noté. Et en même temps, ce qui s'est dit dans ce panel, c'est qu'il ne fallait pas que l'OTAN soit en charge des relations avec la Chine et qu'il ne fallait pas militariser ces relations et que donc nous ne devions pas, nous, pays européens, disons que dans la querelle qui existe et qui se renforce entre États-Unis et Chine, les pays européens et la France doivent avoir leur position et ne pas suivre la position d'un autre. Et si nous avons des accords avec la Chine, ce sont des accords spécifiques et non pas, nous ne devons pas prendre en charge les accords américains à l'égard de la Chine, mais éventuellement dire si nous avons des points de désaccord avec la Chine. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, il n'existe plus de problème traditionnel de sécurité pour la Chine et l'Europe? Nous sommes loin l'un de l'autre. Nous ne sommes pas en guerre, nous n'avons pas historiquement de conflit. Donc, alors, nous pouvons peut-être avoir des préoccupations sur la liberté de circulation en mer de Chine, qui peut des fois être interprétée de façon différente entre les pays européens et la Chine. Mais ce n'est pas une confrontation, nous n'avons pas de confrontation militaire, nous n'avons pas de problème de sécurité qui nous opposerait directement. Et le secrétaire général du Forum mondial pour la paix, M. Yan Xuetong, avait affirmé que ce qui différencie la compétition actuelle entre grandes puissances de celle qui avait lieu à l'époque de la guerre froide, c'est que l'affrontement n'est plus situé sur un espace géographique, mais sur un territoire sans ligne ni frontière. Est-ce que vous partagez cette opinion? Alors, bien sûr, il n'y a plus l'opposition frontale avec la séparation de ce qu'on appelle le rideau de fer entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, avec une concentration militaire très forte. Mais il y a encore des concentrations militaires. Regardez, entre les deux Corées, la zone dite démilitarisée est en fait fortement militarisée. Et c'est un des derniers héritages de la guerre froide et de la division d'un pays due à la guerre froide. Donc c'est une survivance de la guerre froide lorsque la guerre froide est terminée. Mais effectivement, la grande préoccupation des gens qui travaillent sur les questions stratégiques, c'est est-ce que l'on va vers une confrontation, non pas militaire, mais je dirais politique entre la Chine et les États-Unis? Quel type de relation la Chine et les États-Unis vont bâtir à l'avenir, pardon. Et là, effectivement, il y a des inquiétudes puisque le ton est monté entre Washington et Pékin et que cela peut inquiéter parce qu'il n'est pas question d'un affrontement militaire. Mais en tous les cas, lorsque la première et la seconde puissance mondiale sont en opposition, forcément cela a des répercussions sur l'ensemble des relations économiques internationales. Et vous êtes un expert des questions stratégiques et vous avez indiqué dans votre article que les divergences sur la question irakienne entre les États-Unis et l'Europe ont provoqué la première grande crise transatlantique depuis la guerre froide. Et cette contradiction entre l'Europe et les États-Unis est permanente. Donc, que pensez-vous de la situation actuelle et comment expliquez-vous Oui, nous avons vraiment un très profond différend avec les États-Unis de Donald Trump sur la question iranienne, puisque
Donald Trump a voulu dénoncer l'accord sur le nucléaire iranien, dit 5+1, qui a été trouvé. Et nous, comme la Chine, comme la Russie, les 3 pays européens, y compris le Royaume-Uni, qui d'habitude est très proche des États-Unis, mais là le Royaume-Uni a gardé la même position, disant que cet accord, considéré comme par Donald Trump comme le pire accord ayant jamais existé, est en fait un très bon accord parce qu'il évite 2 scénarios catastrophes. Un Iran qui aurait une arme nucléaire ou une intervention militaire pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Et ces 2 scénarios seraient catastrophiques, non seulement pour la région, mais pour le monde entier. Et quand on voit les dégâts que la guerre d'Irak de 2003 a fait, on imagine très aisément les dégâts que ferait une intervention militaire contre l'Iran aujourd'hui. Mais il y a pire que cela, c'est que non seulement Trump a voulu sortir de cet accord, mais qu'il veut empêcher les autres pays de continuer à avoir des relations normales avec l'Iran. Et en voulant interdire à la Chine et aux pays européens d'acheter, par exemple, du pétrole iranien, c'est une atteinte directe à notre souveraineté. Parce que la menace de sanctions ou de fermeture du marché américain ou de sanctions extraterritoriales aux pays qui continueraient à acheter du pétrole iranien est quelque chose qui fait qu'ils ne considèrent pas les pays européens comme des alliés, mais comme des vassaux. Et ils ne considèrent pas la Chine comme un partenaire, mais comme un pays qui doit obéir aux États-Unis. Et ceci est très franchement une atteinte inacceptable à la souveraineté des autres pays. Et vous avez dit que la constitution d'un pilier européen et une Europe assumant ses responsabilités internationales font les 2 principaux éléments fondamentaux qui font une relation équilibrée entre les États-Unis et l'Europe. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail? Oui, pour des raisons historiques, l'Europe est dépendante stratégiquement des États-Unis, puisqu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qu'ils soient vainqueurs ou vaincus de la guerre, tous les pays européens étaient détruits. Et ils ne pouvaient pas assumer leur sécurité à l'égard de l'Union soviétique. Donc ils ont, à cette période de l'histoire, remis les clés de leur sécurité aux États-Unis, qui, eux, étaient restés en dehors de la guerre. Leur territoire n'avait pas été atteint par la guerre, contrairement à tous les pays européens. Et puis ensuite, les pays européens se sont reconstruits, mais ils n'ont pas voulu assumer cette autonomie. À part la France, et dans les années 60, il y avait la France et la Chine qui, l'un et l'autre, ont voulu se séparer de leurs protecteurs un peu étouffants, l'Union soviétique pour la Chine, les États-Unis pour la France, pour devenir autonomes, pour devenir indépendants. Mais les autres pays européens n'ont pas voulu suivre la France dans cette démarche parce qu'ils ont considéré que la protection américaine était quand même toujours préférable à l'autonomie. Et ceci a perduré après la disparition de la guerre froide, après la disparition de la menace soviétique, et nous sommes toujours cela. Et donc il faudrait qu'il y ait une Europe plus autonome, non pas pour être anti-américaine, mais pour pouvoir dire qu'il y a parfois des intérêts de sécurité européens qui ne sont pas les mêmes que ceux des États-Unis. Si par exemple il y avait un grave problème de sécurité dans les Balkans, l'Europe devrait agir alors que les États-Unis ne seraient pas concernés par cela. Et donc il est nécessaire d'avoir ce pilier européen de la défense pour que l'Europe soit autonome et qu'elle puisse être partenaire des États-Unis, mais qu'elle ne soit pas dépendante des États-Unis. Parce que maintenant, cette friction commerciale entre la Chine et les États-Unis ont déjà provoqué des inquiétudes au sein de la communauté internationale. Donc, quel regard portez-vous sur l'actuelle friction commerciale entre les 2 pays? Il y a un déficit commercial américain à l'égard de la Chine qui est extrêmement fort et les États-Unis reprochent à la Chine de ne pas ouvrir suffisamment son commerce, de faire des transferts de technologies un petit peu forcés et d'être moins ouverte du fait de ces conditions à l'Organisation mondiale du commerce en 2001 que ne le sont les pays les plus développés. Mais en même temps, il y a en fait une dépendance mutuelle entre les États-Unis et la Chine. Et s'il y avait une bagarre commerciale entre ces 2 pays, tout le monde serait perdant. Contrairement à ce que pense Donald Trump, les guerres commerciales ne sont pas faciles à gagner, elles sont faciles à perdre. Et que s'il y avait une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, il n'y aurait pas de vainqueurs, il n'y aurait que des vaincus. Comment expliquez-vous l'incertitude ou les attitudes qui changent tout le temps de Donald Trump? Non, Donald Trump en fait a des constantes, il ne change pas tout le temps. Disons qu'il va faire des déclarations à la porte-pièce, mais sa politique reste la même. Il est obsédé par les déficits commerciaux à l'égard du Mexique, à l'égard du Canada, à l'égard de la Chine, à l'égard de l'Union européenne. Et donc il fait toujours une sorte de chantage permanent pour revenir à une protection du commerce américain
qui n'existe plus selon lui. Mais il veut imposer sa loi parce qu'en fait, il est dans la situation de la puissance dominante qui se voit rattrapée par la puissance numéro 2, et ceci provoque chez lui et chez une partie des Américains une certaine angoisse, parce que on voit que la Chine rattrape au fur et à mesure les États-Unis, et que les États-Unis ont du mal à accepter cela. Les États-Unis de Nixon et Kissinger auraient accepté cela, et ils ont été rattrapés, ils étaient en voie d'être rattrapés par l'Union soviétique, ils ont fait la politique de détente. Mais Donald Trump pense qu'il peut inverser le cours de l'histoire, et qu'il peut briser la croissance de la Chine, ce qui me paraît être tout à fait douteux comme projet, et qu'il y a quand même le risque qu'en voulant faire cela, eh bien, il casse non pas la croissance de la Chine, mais la croissance mondiale en tant que telle. Mais pensez-vous qu'il y a une possibilité de coopération entre la Chine et l'Europe pour lutter contre cet unilatéralisme? Alors, en fait, on pourrait penser que sur certains sujets, nous travaillons déjà ensemble. J'ai parlé de la lutte contre le réchauffement climatique ou pour le dossier nucléaire iranien, où en fait les positions européennes et chinoises sont beaucoup plus proches l'une de l'autre que les positions européennes et américaines. Ce qui est, je dirais, paradoxal, puisque nous sommes alliés et que normalement nous devrions avoir des relations des visions plus proches, mais ce n'est pas le cas sur ces sujets importants, parce que Trump veut un peu remettre en cause beaucoup de choses, et donc bien sûr nous sommes une fois encore dans la même alliance militaire que les États-Unis, mais Trump nous considère comme des rivaux économiques et ne nous traite pas réellement comme des alliés, parce qu'il n'écoute pas tellement les autres pays. Il pense que les Américains peuvent décider seuls. Et en fait, ce n'est pas America Great Again, c'est America Alone Again. Et qu'il est vraiment, en voulant rétablir la suprématie américaine, il isole encore plus les États-Unis, qui sont vraiment isolés du reste de la communauté internationale sur la plupart des grands dossiers. Et le livre Le piège américain a été publié en début de cette année en France, et ce livre révèle, à travers une expérience d'un cadre de l'entreprise française Alstom, comment le gouvernement américain attaque ses concurrents des entreprises américaines. Donc, selon vous, quelle est la nature de ce piège américain? Oui, c'est un cas très grave, puisque là on voit, et il faut bien voir que ceci est arrivé avant que Trump soit élu président. Le rachat de Alstom par General Electric a eu lieu alors que Obama, qui est considéré comme plus multilatéraliste que Trump était président. De même, on peut dire dans le même ordre d'idée qu'une banque française, la Banque nationale de Paris, a été condamnée à une amende de 9 milliards de dollars pour avoir commercé avec le Soudan et l'Iran, contrairement aux demandes américaines. Et ceci aussi a eu lieu pendant que Barack Obama était président. L'affaire Alstom et l'affaire du piège américain, livre dont vous parlez, où quand même quelqu'un a été mis en prison dans des conditions tout à fait inadmissibles pour faire pression sur l'entreprise, montrent une atteinte tout à fait anormale et inacceptable aux intérêts français, puisque au final, une entreprise qui était un fleuron technologique français a été rachetée suite à un chantage par les États-Unis. Et ça, c'est tout le problème de l'application des lois extraterritoriales américaines, qu'ils veulent étendre leur législation aux autres pays, comme si les autres pays devaient respecter la loi américaine sur leur sol, alors que normalement la loi américaine vaut pour le sol américain et la loi française vaut pour le sol français. Et cette affaire Alstom a été vraiment un signal d'alarme extrêmement important, parce que la France s'est fait piller une entreprise de très grande valeur au profit des États-Unis. Et je considère moi-même, et je ne suis pas le seul, qu'on ne peut pas dire qu'on est allié si on agit comme cela par rapport à un pays en venant finalement lui prendre un fleuron technologique. Et une fois encore, ceci est dû à l'application extraterritoriale de la législation américaine qui n'est pas réservée à Trump, qui existait avant que Trump soit élu président. Donc c'est encore pire aujourd'hui, c'est encore plus brutal et plus dit ouvertement aujourd'hui. Donc, je voudrais savoir votre opinion sur l'affaire de Huawei. Pensez-vous que l'actuel Huawei est dans la même situation que Alstom à l'époque? Je ne pense pas que Huawei puisse être racheté par une compagnie américaine. Donc on est dans une situation un petit peu différente. Huawei est quand même trop important et puis le capital n'est pas
coté en bourse, donc je ne pense pas que le propriétaire de Huawei vende son entreprise aux États-Unis, mais on voit effectivement qu'il y a une volonté américaine de casser la concurrence et de ne pas accepter la concurrence d'un groupe chinois. Il y a cette angoisse américaine d'être rattrapé puis dépassé par la Chine, et Huawei représente le symbole de la puissance technologique chinoise. Pendant très longtemps, la Chine était un pays qui était l'atelier du monde. Aujourd'hui, la Chine est devenue une puissance technologique et ne fabrique pas uniquement des jouets ou des montres, mais également des téléphones portables, des choses de haute technologie. Et cela, effectivement, est vu de façon assez angoissée par les États-Unis. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a une perception commune des républicains et des démocrates. Cette année marque le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Quel est votre jugement sur l'actuelle relation bilatérale entre les deux pays? Il y a des petits problèmes, mais grosso modo, la relation est quand même bonne. La France reproche à la Chine que son marché n'est pas suffisamment ouvert et que le déficit commercial est dû à des restrictions aux exportations françaises. Il y a un souci par rapport au programme Belt and Road Initiative de savoir si ça sera un système à deux voies ou un système à sens unique. Il est très bien qu'il y ait un train qui parte de Chine pour aller à Lyon, mais il part avec beaucoup de produits chinois pour arriver à Lyon, il repart avec assez peu de produits français pour aller en Chine. Et donc ça, c'est la préoccupation de la France de restaurer un plus grand équilibre commercial entre la France et la Chine, entre l'Union européenne et la Chine. Mais sinon, pour le reste, nous sommes sur de nombreux sujets, nous sommes effectivement en phase et il y a beaucoup de coopération entre nos deux pays, qu'il s'agisse du Conseil de sécurité ou autre. Bien sûr, la France n'a plus la même importance que la Chine. Quand nous avons établi les relations diplomatiques, la France était beaucoup plus riche que la Chine. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La Chine est beaucoup plus riche que la France. Pas par habitant, mais de façon globale. Et donc la puissance, la Chine est la puissance numéro 2, la France est la puissance numéro 6 ou 7. Mais le rapport de force est différent. Mais en même temps, la France reste toujours importante pour la Chine pour deux raisons. D'une part, parce que c'est un pays membre permanent du Conseil de sécurité, qui est la 7e ou 6e économie mondiale, donc il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Mais aussi, et je le note à chaque fois que je viens en Chine, c'est que la France est un pays clé de l'Union européenne et que l'Union européenne est un partenaire important pour la Chine. Et qu'avec le Brexit, la France sera encore plus importante dans l'Union européenne, puisque quand le Brexit aura lieu, la France va être le seul pays membre de l'Union européenne qui a à la fois une puissance nucléaire et une puissance membre permanent du Conseil de sécurité. Et cela fait 6 ans que le gouvernement chinois a prononcé l'initiative Ceinture et Route. Comment jugez-vous cette initiative en termes de préservation de la paix et de la stabilité mondiale? Alors, cette initiative de la route et de la ceinture est extrêmement importante puisqu'elle touche les infrastructures. Et les infrastructures sont capitales pour le développement d'un pays. Donc, si la Chine peut aider d'autres pays à se doter d'infrastructures, c'est bien sûr l'intérêt national chinois. La Chine fait ça pour son international, c'est normal. Elle n'est pas uniquement au service des autres. Elle peut exporter plus de biens, assurer ses approvisionnements, mais pour le pays qui reçoit l'infrastructure, ça permet son développement économique. Après, il faut faire attention, et quelques pays s'en sont plaints, du piège de la dette. Que la dette pour construire l'infrastructure ne soit pas trop importante par rapport au pays. Et c'est vrai que la Chine doit prendre en considération son poids réel. La Chine se voit trop souvent encore comme un pays en voie de développement, ce qu'elle n'est plus. Elle est la seconde puissance mondiale. Elle doit réaliser que son poids est tout à fait différent et que forcément le rapport de force peut être vu comme étant inégalitaire entre un pays et la Chine. Et donc la Chine doit faire attention à ce que son propre poids ne vienne pas écraser un partenaire, mais qu'il y ait toujours des possibilités. Mais je veux dire, si ce projet de Belt and Road Initiative vient permettre de construire des infrastructures nouvelles, ça sera bénéfique pour le monde entier. Mais pensez-vous que la France doit participer à cette initiative? Oui, bien sûr, nous devons, par exemple, nous pouvons avoir des efforts communs en Afrique où nous sommes présents, etc. Mais la France attire juste l'attention sur le fait qu'il faut que ça soit vraiment un two-way street et non one-way street. Et aussi, il y a eu des fois des tentatives chinoises de vouloir... Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement
la politique à sens unique ou à deux sens? Eh bien, qu'il n'y ait pas uniquement des exportations chinoises vers les autres pays, mais aussi des importations chinoises vers la Chine, des pays qui sont touchés par cette initiative, que les marchandises fassent dans les deux sens. Et cela peut aussi servir la Chine. Et aussi, la France a mis en garde la Chine de ne pas vouloir traiter avec chacun des pays européens isolés, mais à considérer que l'Union européenne est une union et à traiter avec les 27 ou 28 pays ensemble, d'où le fait que lorsque M. Xi Jinping est venu à Paris, il y a eu des entretiens bilatéraux entre Emmanuel Macron et M. Xi Jinping, et ensuite des entretiens avec Mme Merkel et M. Jean-Claude Juncker. Donc, quelle est votre opinion, ou bien quelles sont les perspectives de la relation sino-française à l'avenir? Oh, elles sont bonnes. On a une habitude de travailler ensemble, on a un passé historique, mais on n'a pas des relations en vertu du passé, c'est en vertu de l'avenir. Et par rapport à de nombreux défis qui se posent, et notamment le réchauffement climatique, qui à mes yeux est le défi le plus important qui se pose à l'humanité, parce que là il y va de notre survie, il y va de la survie de l'humanité sur Terre. Eh bien, les efforts que l'on fait en commun sont extrêmement importants, et il y a vraiment une identité de point de vue de Pékin et de Paris sur ce sujet. D'accord, merci. Notre émission touche à sa fin. Merci, Merci M. à vous. Boniface, d'avoir accepté notre invitation, et merci de vos éclairages. Merci à vous.